Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 1er avril 2022. Alors je poursuis ce soir la lecture de Malgré un siècle de psychothérapie, le monde va de plus en plus mal. Un livre écrit à quatre mains avec James Hillman et Michael Ventura. Dialogue qu'ils ont enregistré sur un appareil et un échange de lettres. Ce soir, je vais vous lire une lettre que James Hillman a adressée à son comparse Ventura. Mais avant, je vais vous lire un tout petit passage d'un autre ouvrage de James Hillman, La force du caractère. C'est publié chez Robert Laffont et dont le sous-titre est « Ne craignons pas le temps qui passe, il nous aide à devenir nous-mêmes ». Alors hier, je vous ai dit mon étonnement d'y retrouver le philosophe Gilles Deleuze et je vais vous lire le petit passage en question. Et au fond, ça se tient d'une certaine manière, étant donné que Hillman, quoique jungien, n'était pas non plus un orthodoxe jungien, et il jugeait, en tout cas ce que j'ai cru comprendre, qu'on trouve tout dans l'inconscient. On ne retrouve pas que la triade papa-maman, complexe oedipien, on y retrouve également l'air du temps, les matchs de baseball, la crise climatique, les élections américaines, le voisin, la lumière du jour. En fait, imaginez un immense filet, une seule de nos journées, toutes les pensées qui peuvent nous traverser l'esprit, éparses, nombreuses, échevelées, abondantes, incohérentes, à la fois parfois lumineuses et la seconde d'après soufflées par un blizzard d'incompréhension. Nous sommes un sacré mystère pour nous-mêmes. Et parfois on a l'impression de s'approcher d'un moment de révélation et un rayon de soleil suffit à disperser cette soudaine intuition. Et donc, nous sommes des inconnus pour nous-mêmes. C'est Jung qui a passé sa vie à tenter de se connaître. Et au terme de sa longue vie, il raconte sur les dernières pages de « Ma vie », il dit qu'il n'a pas réussi, au fond. Mais cette démarche nous est si nécessaire. Il y a un passage également que je vais vous lire demain qui m'a beaucoup troublé dans malgré un siècle de psychothérapie, le monde va de plus en plus mal. Ils évoquent tous deux ce qui arrive aux gens qui deviennent marginalisés par la société à cause de leurs convictions profondes. Le prix à payer très élevé et les compromissions que nous sommes obligés de faire pour continuer à payer son loyer, continuer à payer ses traites hypothécaires, continuer juste de rester à la surface pour ne pas être englouti. Alors ça aussi, je pense, ça fait partie des peurs ancestrales, d'être banni de la tribu, d'être sorti du monde, de ce qu'ils disent, nos deux auteurs, de perdre pied. Et de perdre pied et de ne plus avoir d'existence sociale, ou presque. Je pense que tous les poètes, tous les artistes, tous les écrivains connaissent cette peur, pas juste du lendemain, cette peur de ne plus être ancré dans le monde. Alors c'est très difficile, hein? C'est très 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 difficile à la fois de poursuivre une quête de connaissance de soi, honnête, rigoureuse, sérieuse, et dans le même élan, être capable de tondre son gazon, être capable d'avoir des relations avec son voisin de palier, être capable d'être en bonne entente avec le monde, tout en poursuivant une quête personnelle.
Alors le mot, la citation de Deleuze, tirée de La force du caractère. Pourquoi faut-il que ces anecdotes, il parle ici, comment les vieux ne cessent de raconter toujours les mêmes histoires. Au fond, il y a un cœur à cette histoire, et ce cœur-là signifie quelque chose. Il y a quelque chose qui est dit. Et ce qui est intéressant dans les histoires toujours répétées, ce sont les infimes variations qu'on peut y apporter, ou le petit détail qui pouvait passer inaperçu, tout à coup devient encore plus devient important. On le grossit. Alors, on se doute bien que dans ce qu'on pourrait convenir d'appeler le radotage, je le répète souvent, le radotage favorise l'intimité. Hein, des vieux amis qui se racontent sempiternellement la même histoire, comme les enfants qui sans arrêt, on leur répète la même histoire. Eh bien, en vieillissant, on prend goût à cette répétition, qui au fond est une manière de se rapprocher aussi. Et afin de ne pas ennuyer son auditoire, même s'il nous est d'emblée conquis, on, on ajoute ou on surexagère un détail qui peut-être n'en avait pas et qui parfois en acquiert tout à coup en nous proposant un nouvel angle ou une nouvelle approche. Pourquoi faut-il que ces anecdotes soient racontées encore et encore? Qu'ont-elles à nous dire? Et pourquoi les grands-mères en sont-elles depuis toujours les dépositaires? La sempiternelle répétition des histoires témoigne de la fonction mémorielle, mythologisante de la psyché qui transforme les catastrophes et cérémonies familiales ou régionales en terreau dans lequel peuvent s'enraciner les insignifiantes péripéties du quotidien. Par la répétition, la psyché fabrique du sens à partir de la banalité. Il semble que la répétition soit pour l'âme l'assurance que quelque chose va durer. Non seulement durer, mais durer dans sa singularité. Comme le dit Gilles Deleuze, un philosophe français dont le travail de déconstruction court-circuite les idées reçues. Pour Deleuze, plus la répétition est fréquente, plus le phénomène répété est singulier, car seul le singulier se célèbre par de multiples répétitions. En portant pour la première, là c'est Deleuze, il cite Deleuze, en portant pour la première fois à la puissance n, la répétition glorifie avec art. La répétition magnifie l'événement en commémorant son originalité. En cela, la répétition diffère totalement de la reproduction, laquelle ne réussit qu'à donner un écho de plus en plus faible, une pâle copie au pouvoir affaibli de l'original. Pour Deleuze, le paradoxe de la répétition, c'est qu'elle établit l'originalité unique de ce qui est répété. Si bien que les vieux, avec leurs vieilles histoires, célèbrent l'indestructible singularité de leur caractère. À travers leur expression ennuyeuse, répétitive, court une énergie archétypale, l'intensité poignante du vieux marin incapable de ne pas raconter ses histoires, qui donne aux événements une importance immortelle. Quel que soit l'ennui véhiculé par le contenu, l'agacement provoqué par la compulsion, l'itération archétypale contient toujours une part de réconfort. Alors j'enchaîne avec la lettre.
C'est un peu long, mais on va essayer de la lire correctement. La vie vécue à l'envers. Cher Michael, Picasso a peint un tableau à 91 ans, un an avant sa mort. Il s'intitule « Le jeune peintre ». C'est un portrait très libre, fait à l'huile, avec une brosse large, en blanc, gris, bleu ardoise et noir, d'un petit visage de garçon, un peu malicieux, qui le regarde fixement sous les larges bords flottants d'un chapeau, tenant à la main une palette et un pinceau. Les blancs sur blanc donnent le sentiment d'un fantôme, d'un clown, d'un ange, et aussi d'un observateur innocent mais très vif et intensément concentré, dont la vigilance pleine d'entrain a été surprise par le peintre. Quand j'ai vu ce tableau pour la première fois, et c'est un grand tableau, presque d'1 mètre de haut, j'ai ressenti ce frisson, dont André Malraux dit qu'il saute d'une œuvre d'art à une autre à travers l'être humain. Cette image simple, obsédante, s'est avérée être l'expérience instigatrice de ma vie, de ma théorie, de la vie vécue à l'envers. Hein, vous avez écouté la vidéo d'hier, c'est à partir de la fin de la vie qu'on fait une vie accomplie, il va sans dire, qu'on déroule le fil et qu'on revoit, qu'on retrouve dans la toute petite enfance les virtualités, les potentialités de cette vie qui va finir tout de même par s'accomplir. Alors, c'est le gland du chêne qui donne des arbres, des branches, un tronc, et qui finit par donner des fruits également. Là, le Picasso invisible a été plaqué sur la toile. Autoportrait du démon, du Diamond, qui l'a habité toute sa vie. À la fin, il émerge et se montre. « Tiens, dit-il, voilà qui tu es, toi, Picasso. Tu es moi, le peintre jeune à jamais. Je suis le clown, l'innocent, l'œil neuf, l'œil sombre. Mercure toujours en mouvement, la mélancolie sentimentale et bleutée, le petit garçon. Je suis ton fantôme. Maintenant, tu vois qui te pousse, qui t'a gardé fougueux et passionné. Et maintenant, tu peux mourir. » C'est comme si Picasso avait traduit, réalisé et personnifié ce personnage toute sa vie, depuis le moment où il s'est révélé un peintre adolescent, exceptionnellement doué, même avant Paris et sa jeunesse, des périodes bleues et roses, quand il était le jeune peintre. Ça, c'est un portrait du gland par le chêne. L'image de Picasso confirme la théorie d'Henri Corbin, selon laquelle ce n'est pas mon individuation, mais l'individuation de l'ange qui est la tâche essentielle. La matérialisation grâce à la peinture, au pinceau et à la toile du Diamond de Picasso. Cette image illustre aussi la prémisse de base de Corbin, Henri Corbin, au sujet du Tawil, ou l'art de la lecture interprétative. Comment lire la vie elle-même? Nous devons lire les choses, il cite Corbin ici, nous devons lire les choses en remontant jusqu'à leur origine et principe, leur archétype. Dans le Tawil, on doit ramener les formes raisonnables à des formes imaginatives et s'élever alors à des significations plus hautes. Procéder dans la direction inverse, ramener des formes imaginatives à des formes raisonnables. Cette idée est applicable à la façon dont nous lisons nos vies.
Nous devons commencer avec l'ange, le jeune peintre, qui essaie d'entrer dans le monde raisonnable et de se réaliser à travers la vie de Picasso. Pourquoi ça? Parce que l'activité première de la psyché est d'imaginer. Ici, mon argument est que nous autres, humains, sommes principalement des actes d'imagination, des images. Jung dit, la psyché est essentiellement faite d'images. Et qu'est-ce qu'une image? Pas seulement la représentation de quelque chose sur la toile avec de la peinture à l'huile. Jung dit, quand je parle d'image, je ne veux pas dire le reflet psychique d'un objet externe, mais un concept issu d'un usage poétique, nommément la représentation d'un fantasme ou une image fantasmatique qui n'est reliée que très indirectement à un objet extérieur. Ou pour le dire à ma manière, ce que nous sommes réellement et la réalité que nous vivons est notre réalité psychique qui n'est rien d'autre que notre bien le côté réducteur de rien d'autre, l'imagination poétique travaillant jour et nuit. Nous vivons vraiment dans le temps du rêve. Nous sommes vraiment de l'étoffe dont on fait les rêves. Si au centre de l'âme, nous sommes des images, alors nous devons définir la vie comme la réalisation dans le temps, pour Keats, 26 ans, pour Picasso, 92 ans, de l'image de la graine originelle, ce que Michel-Ange appelait la imagine del cuore, ou l'image dans le cœur. Et cette image, pas la durée de sa réalisation, est le déterminant principal de ta vie. Vois-tu ce que cela veut dire? Cette image originelle, hein? Cette image dans le cœur. On en a tous une. Moi, je sais que j'en ai une. Et je sais qu'elle m'habite depuis la toute petite enfance. Je suis à peu près convaincu qu'au long de cette enfance-là, j'ai eu des aperçus sur ce que je deviendrais comme adulte. J'en ai fait part hier. Et cette image fondatrice, c'est un tableau. Oui, un tableau. Un tableau un tableau avec des femmes sur le tableau. Quelques femmes qui étaient au bain peut-être, mais il y avait quelque chose à la fois extrêmement charnel, extrêmement virginal également. Quelque chose au fond qui pourrait s'apparenter à une sorte d'image du paradis. Et cette image a toujours été présente dans mon esprit. Une sorte de, peut-être de préfiguration de ce que serait ma vie. Je ne sais trop. Mais je sais que cette image-là non pas me hante ni m'obsède, mais m'a peut-être guidé tout au long de mon existence. Peut-être l'amour entrevu, la plénitude entrevue, je ne sais trop. Mais je sais que cette image-là m'a guidé et m'a porté. Et je suis convaincu, mes amis qui m'écoutez, que vous aussi, c'est impossible de ne pas... C'est impossible que votre propre psyché n'a pas cette image-là dans le cœur. C'est pas possible. Alors, faites l'exercice ce soir. Essayez de réfléchir ou de ne pas réfléchir, en fait. Essayez de retrouver cette image dans le cœur qui est au fond ce que vous êtes. Cela veut dire que notre histoire est secondaire.
ou contingente, et que cette image dans le cœur est première et essentielle. Si notre histoire est contingente et non le déterminant primaire, alors les choses qui nous arrivent au fur et à mesure, que nous appelons développement, sont des réalisations diverses de cette image, des manifestations de celle-ci, et non la cause de ce que nous sommes. Je ne suis pas produit par mon histoire, mes parents, mon enfance et mon image et mon développement. Ce sont des miroirs grâce auxquels je peux entrevoir mon image. Picasso dit, quand j'entends les gens parler du développement de l'artiste, il me semble qu'ils sont en train de voir l'artiste entre deux miroirs opposés qui réfléchissent à l'infini son reflet, comme s'ils voyaient dans la série d'images d'un miroir son passé et dans les images de l'autre, d'un miroir son futur. Ils ne réalisent pas que ce sont les mêmes. Il continue, je suis stupéfait par le fait que les gens emploient improprement le mot développement. Je ne me développe pas, je suis. As-tu remarqué lorsqu'il parle de qui il parle de lui-même comme d'une image. Je suis une image, dit-il. C'est ce que je veux dire par le gland, la graine, le noyau. Et c'est pourquoi j'utilise des artistes comme Picasso et Wallace Stevens au lieu de psychologues pour le dire à ma place. Ils s'aperçoivent qu'ils sont imagination avant d'être histoire. Dans un poème intitulé « Le sens secret des choses », Stevens dit que nous ne pouvons pas aller au-delà de l'imagination. L'absence d'imagination doit elle-même être imaginée. Ainsi, ta vie est l'opération continue de l'imagination. Tu t'imagines toi-même en train d'exister. Autrement dit, une image est continuellement en train de se former dans le chêne que tu considères comme ta réalité. Dans le cas de Picasso, le jeune peintre a toujours été là, est toujours là. Tandis que le Picasso historique de chair et d'os s'éloigne. Le fantôme démoniaque, toujours dans le sens de Diamond, se met en avant. La blanche silhouette au chapeau est comme une image de l'âme libre, aussi appelée âme de rêve, âme fantôme et âme de mort. Je reprends les termes d'écrivain à propos des Indiens d'Amérique et des Inuits. Ce fantôme habituellement caché dans la machine est notre ange, notre monde souterrain. L'image est la graine fatidique qui est notre mort. La clé de ta vie et de la mienne, Michael, n'a pas été enfermée dans notre enfance pour être récupérée par le souvenir et l'analyse. Elle se trouve dans notre mort et dans ce que nous sommes à ce moment-là, et la mort peut survenir à chaque moment. Je peux mourir dans un hôpital pour anciens combattants de la maladie d'Alzheimer ou en respirant à grand-peine de l'oxygène avec l'aide de tubes et de branchements, ou coincé par les tôles d'une voiture écrasée contre un arbre, ou je peux m'effondrer soudainement pendant un conseil d'administration. Cependant, toutes ces morts ne sont pas plus révélatrices de mon image qu'à l'instant présent. En d'autres termes, nous devons faire attention à ne pas donner un sens trop littéral à la mort, comme nous le faisons pour l'enfance. Le temps n'est pas le facteur principal. Une image n'est pas cumulative, et les dernières étapes de la vie ne constituent pas le portrait le meilleur et le plus complet de la graine d'un individu. Le chêne n'est pas plus lui-même à 400 ans d'âge qu'au moment où on l'abat. Il est toujours lui-même, comme Picasso dans le miroir.
La mort de Camus contre un arbre le long d'une route de France colle à son image de l'étranger, de l'absurde existentiel, de l'acte gratuit de sa formule que le suicide est la seule question sérieuse. Chacun de ces événements, pensées et idées, est une image de son ange dans le miroir. La tâche de la vie consiste à accorder ces moments avec l'image, ou faire de ce qu'on appelait, avant d'être guidé par son génie, démon ou ange. À la fin, les catholiques demandent l'absolution pour que l'âme libre ou l'âme morte, l'essence de chacun, puisse se libérer des contingences qu'on appelle péchés, qui empêchent l'immortalité de l'âme, la condamnant à une errance mortelle. Nous pouvons faire s'accorder notre vie et l'ange d'une autre manière quand, chaque matin, nous quittons l'âme du rêve en essayant de nous adapter au monde diurne, à ce moment où les deux âmes changent de place au volant. Et une autre façon d'essayer de conserver l'essentiel de la vie, en accord avec la graine, est de réagir avec sensibilité aux événements quotidiens. Dans quelle mesure y arrivons-nous n'est pas, me semble-t-il, aussi important que de vivre avec l'image continuellement présente à l'esprit. Cela donne à chacun une sensibilité éthique et esthétique de ce qui est vrai et juste. Et cela fonctionne comme un gyroscope, ce qui ne veut pas dire que la plupart du temps, nous ne sommes pas perdus dans le brouillard ou encalminés et à la dérive. Le génie est plutôt retard. Il se tait souvent quand tu en as le plus besoin. Quelquefois, le génie ne semble se manifester qu'à travers des symptômes et des troubles, comme une sorte de médecine préventive qui t'empêche de faire fausse route. Sais-tu combien de personnes extraordinaires ont fait des fugues, ont laissé tomber ou détesté l'école, n'ont pu s'y adapter? Bon, ici s'ensuit une longue liste de personnalités qui ont échoué, qui n'ont pas aimé l'école. Peut-être est-ce votre cas. Peut-être ou encore avez-vous eu le malheur d'être des premiers de classe jusqu'au postdoc et que vous aurez passé toute votre vie de la petite enfance jusqu'à un âge très avancé, enfermé dans une institution. Ces gens exceptionnels, j'ai passé un long passage ici où bon, il nous raconte des deux ou trois exemples qu'il a eu en analyse, bon, qui ne me paraissent pas très pertinents pour la suite. En fait, de toute façon, je vous invite, comme d'habitude, dans chacune de ces vidéos, à lire. Mais 2 heures par jour, hein? Faut pas. Ça va vous sembler curieux, il ne faut pas trop lire. Ces gens exceptionnels prouvent la théorie de la vie vécue à l'envers, parce que les gens exceptionnels ne peuvent faire autrement que de se révéler. J'ai choisi des comportements particuliers plutôt que des exemples habituels de talents précoces. Mozart, Menuhin, Marie Curie. Étant donné que des génies bizarres peuvent apparaître sous le comportement dysfonctionnel, il nous faut faire attention et revoir nos idées sur les enfants et leur pathologie en termes de possibilités naissantes illustrées dans ces biographies éminentes. Tu vois, nous avons besoin de la biographie des grands pour comprendre le reste d'entre nous. La psychologie s'est trompée dès le début. Elle détermine des normes statistiques et celui qui en dévie fait partie des déviants. Je préfère suivre Corbin. Je veux aller de haut en bas parce que commencer de la manière habituelle, extrapoler du normal à l'anormal, ne rend pas compte de la force déterminante remarquable de la graine du noyau. Nous ne pouvons pas comprendre Léonard de Vinci en examinant ses relations dénaturées avec sa mère, comme l'a tenté Freud.
des milliers d'entre nous, des millions plutôt, avons eu toutes sortes de problèmes avec notre mère, mais il n'y a qu'un Léonard. Et la nature exceptionnelle de Léonard pourrait fournir de meilleures images, une approche meilleure et plus intéressante des problèmes avec ma mère que la compréhension des problèmes avec la mère n'aidera à comprendre Léonard. Ouais. J'ai dit que cette manière de penser suggère une méthode complètement différente pour la psychothérapie. Au lieu de commencer par le petit, l'enfance, pour aller vers le grand, la maturité, au lieu de partir des traumatismes de base et des reproches extérieurs qui déterminent ce qui va venir, nous commençons par la plénitude de la maturité, qui tu es, où tu es, et ce que tu es maintenant dans ton monde communautaire. On lit alors les feuilles, les branches et le bois mort de l'arbre, en remontant jusqu'aux états plus jeunes comme des prémonitions, images miroirs réduites de la personne plus grande. Par exemple, quand j'étais en cours élémentaire, j'ai eu la plus basse note en classe d'écriture. J'ai dû rester très souvent dans les classes pour apprendre à écrire. Évidemment, je ne pouvais pas écrire. Ma main, peut-être comme celle de Manolette, avait peur de cette obligation à vie que la plume et l'encre impliquaient, et ma graine le savait. C'était l'œuvre de toute ma vie que j'étais incapable de maîtriser en cours élémentaire. Mais soyons un peu moins spéculatifs. Inverse, juste toutes les histoires psychologiques principales que tu racontes à propos de ta vie. Tu as choisi ta femme parce qu'elle est très, très différente de ta mère. Ou au contraire, très semblable à elle. C'est une vieille rengaine en psychologie. Mais suppose que ton âme se soit exercée avec ta mère en vue de la vie vécue plus tard avec ta femme. Ou suppose qu'une personne conçoive sa maladie de jeunesse, qui l'a clouée au sol et isolée pendant les années cruciales de la socialisation, comme un apprentissage précoce du travail qu'elle fait maintenant, comme écrire dans la solitude, inventer des appareils électroniques ou devenir une analyste. Elle devait rester isolée pendant ces années de façon à suivre sa graine. Cette manière de voir enlève le fardeau de ces années d'enfance considérées comme une erreur et toi-même comme une victime de handicap ou de cruauté. À la place, c'est la graine vue dans le miroir, répétant indéfiniment, sous des déguisements variés, le motif fondamental de ton karma. La psychologie part d'une prémisse qui a à la tête à l'envers, à savoir que l'enfance est primordiale et déterminante, et que le développement est cumulatif, une sorte d'évolution organique, atteignant un sommet et déclinant. Les premières cicatrices deviennent des blessures suppurantes ou des forces bien rétablies, mais pas des tailles nécessaires pour la forme de l'arbre, forme ordonnée par la graine elle-même. Non seulement l'enfance est surévaluée, mais la vieillesse est piégée dans un modèle organique et attristant. Plutôt que la psychologie du développement, nous devons étudier la psychologie de l'essence, la structure du caractère, le talent inné, les psychopathologies inaltérables. Je soupçonne, c'est ce que tente de réaliser le test de personnalité MMPI, avec sa manière très américaine de faire des listes. Faire l'inventaire essentiel de la graine. Je suppose aussi que les vieilles phrénologies qui examinaient le crâne pour voir ce que ces creux et bosses révélaient de dons et de faiblesses pour une personne, de même que les lignes de la main et l'astrologie, toute discipline saturnienne, offraient une vue de la nature humaine qui commençait avec les cieux et les ancêtres pour passer de l'essentiel et des principes aux contingences. En vieillissant, j'en suis venu à penser que les malédictions, les frustrations et défauts de caractère que m'avait infligé Saturne
signifiait quelque chose de complètement différent de ce que je pensais plus jeune. Je les prenais littéralement pour des malédictions. Et je maudissais mon étoile de ne pas me donner ce que je croyais vouloir et ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire, je maudissais Saturne pour utiliser un langage ancien. Car ce n'est pas Saturne qui nous maudit, c'est nous qui le maudissons. Nous faisons un pauvre Dieu fuyant et boiteux parce que nous ne comprenons pas ses faveurs. Quel destin ce doit être de continuer à donner des cadeaux qui sont reçus comme des punitions. Les défauts et frustrations qu'il nous inflige sont sa méthode pour nous garder fidèles à notre image personnelle. Pas d'échappatoire. Les vieilles coutumes attribuées à Saturne les dernières années de la vie. Cela paraît logique. Je peux seulement maintenant commencer à me réconcilier avec moi-même sans me rebeller contre ce que je suis et ce que je ne suis pas. Je réclame des théories qui nous époustouflent, comme peut le faire l'art, pas qui nous assoupissent. Et la valeur d'une théorie psychologique réside dans sa capacité à ouvrir l'esprit, littéralement à ouvrir la tête, comme avec un bon poème ou un bon chanteur. La théorie du développement depuis l'enfance, la vie vécue en avançant, nous réduit à notre potentiel le plus bas, à l'état infantile et à ses inepties. Alors nous avons besoin de l'idée de croissance et de développement pour nous délivrer de cette image de base que nous avons propagée nous-mêmes par notre accentuation de l'enfance. La croissance offre le sauvetage de ce que la théorie du développement a déclaré être notre nature fondamentale. Cet état impuissant et plein d'espoir, appelé mon enfant intérieur. La croissance, c'est le salut profane. Je pense que l'importance primordiale attribuée à l'enfance dans la culture américaine contemporaine est une conséquence directe de l'importance donnée à l'enfance par la psychologie, par le manque d'imagination théorique de la psychologie. Peut-être iras-tu plus loin en répliquant que l'importance primordiale de l'enfance dans la culture américaine a ses racines historiques dans notre séparation de l'Europe parentale, et que la psychologie est simplement une expression de plus de la domination de l'archétype de l'enfant dans la culture. N'importe. Je ne veux pas insister que sur la part prise par la psychologie dans tout cela. Avec une autre imagination, l'enfance elle-même paraît différente et ressentie différemment. La vie vécue à reculons, du haut vers le bas, avec ses racines dans le ciel, une image qui vient du mysticisme de la Kabbale juive d'ailleurs, voit dans le miroir de l'enfance les traits, les blessures et les émerveillements, mais elle les voit fondamentalement non causés, même s'ils sont accomplis par des acteurs comme les parents, les frères et sœurs, et les professeurs, et les violeurs, dans le drame que j'appelle ma vie. Qu'avec le temps, ces traits deviennent mieux énoncés et plus habiles, ou dans certains cas, plus effacés ou gauches, n'est pas un mystère. Le développement des traits de caractère de quelqu'un dépend effectivement des circonstances qui autorisent l'apprentissage et la prise de risque. Le développement n'est pas un mystère, mais la graine en est un. Picasso disait « Je ne me développe pas, je suis ». L'énigme en psychothérapie n'est pas comment ai-je pris cette voie, mais que veut de moi mon ange. Bonne nuit, Michael. Dors bien, Jim. Alors demain, je poursuis donc. Je vais revenir sur ce passage qui m'a tant troublé
des gens qui sont finalement, qui payent le prix fort de leurs convictions et qui parfois perdent pied. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien et à demain.